sur la reconquête de l'espace. Vous êtes à peu près 500 à nous suivre aujourd'hui. Je suis Grégory Raiko, en charge de la rubrique internationale au site The Conversation France. Et avec ma collègue Elsa Couder, qui est en charge de la rubrique Science, nous avons le plaisir d'animer cette conférence en compagnie de 3 intervenants que nous allons vous présenter dans quelques instants. Jacques Arnoux, Chloé Dufort, et Jérémy Lecomte. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rappeler rapidement qu'il s'agit de la 5e et dernière conférence organisée à l'occasion du 5e anniversaire de The Conversation France. Les 4 premières qui ont eu lieu au cours des 2 derniers mois ont porté sur l'éducation, sur les villes, sur le cerveau, sur les arbres, donc des thèmes très différents. Vous pouvez retrouver toutes ces conférences en ligne sur notre page YouTube de The Conversation France. Je rappelle aussi brièvement que notre média, The Conversation, est un média qui est unique par son fonctionnement, puisque tous les articles sont écrits par des universitaires sur leur domaine de compétences, sur leur domaine de recherche. Il s'agit d'éclairer à la fois l'actualité de la recherche, mais aussi d'éclairer l'actualité par l'expertise de tous ces auteurs. Et nous, les journalistes, nous sommes juste là pour vulgariser, pour rendre accessible, pour faire en sorte que tout un chacun puisse parfaitement comprendre de quoi il est question. Donc le principe, c'est qu'il n'y ait finalement pas d'intermédiaire entre, d'une part, le monde académique et, d'autre part, le grand public. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel parce que le grand public est vraiment avide de savoir et de connaissances et les détenteurs du savoir, si l'on peut dire, ont eux envie vraiment de le diffuser. Eh bien, The Conversation permet à cette rencontre de se réaliser. Cette idée, en fait, de cette rencontre entre le grand public et le monde académique, elle a été imaginée en 2011 en Australie. Et très vite, le principe a eu beaucoup de succès. Très rapidement, de nouvelles rédactions, après la première rédaction australienne, sont apparues. Et aujourd'hui, il y en a 9 sur tous les continents, dans plusieurs langues. Et notamment The Conversation France, qui existe donc depuis 2015, et donc maintenant depuis 5 ans. Au départ, il n'y avait que 4 personnes au tout départ de Conversation France. Aujourd'hui, nous sommes près d'une vingtaine à y travailler. Et ça, c'est un vrai succès, une success story dans le monde médiatique actuel, dans le contexte qui est assez difficile pour les médias. Et qu'est-ce qui explique ce succès? C'est un ensemble de choses. Et avant tout, évidemment, c'est la curiosité du lectorat, du public. Vous êtes très nombreux à nous lire quotidiennement sur des sujets très variés, culture, environnement, sciences, santé, politique, société, relations internationales. Et nous profitons évidemment de cette occasion pour vous remercier tous très sincèrement. On est à peu près à 4 millions de pages vues par mois, ce qui est assez considérable, avec des pics notamment à 12 millions en mars dernier, au moment où la crise du coronavirus a vraiment suscité un immense engouement pour les analyses des chercheurs. Il y a énormément de gens qui nous permettent d'exister. Donc, merci beaucoup à vous. Et évidemment, le principe du site fonctionne grâce aux universités, aux grandes écoles, aux institutions de recherche qui nous soutiennent, puisque le principe, c'est que nous sommes une association. Nos financements proviennent très majoritairement de nos cotisants, et les cotisants, eh bien, ce sont tous ces établissements d'enseignement et de recherche. Et s'ils nous soutiennent, c'est tout simplement parce qu'ils ont conscience qu'il est important que leurs universitaires, les chercheurs qui travaillent en leur sein, puissent faire connaître leurs travaux au grand public. Et enfin, je rappelle que tous nos articles sont sous licence libre, qu'ils peuvent et doivent être republiés sur d'autres sites, et nous avons de plus en plus de sites, notamment de grands sites français d'information, qui reprennent très souvent les articles de The Conversation et qui nous permettent de toujours aller plus loin dans cette mission de diffusion du savoir. Et ce site, qui maintenant a 5 ans, il bien continue de se développer parce qu'en dehors des articles, il y a en plus maintenant de plus en plus des podcasts, des conférences, des webinaires. On va continuer de le faire. Donc, merci à vous tous d'avoir rendu tout ça possible. Et je laisse maintenant la parole à Elsa qui va nous présenter concrètement la conférence sur la reconquête de l'espace, nous dire quelques mots de son déroulement et surtout nous présenter nos 3 intervenants. Elsa, c'est à toi. Merci Grégory et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler de la reconquête de l'espace. C'est une occasion de prendre ensemble de la distance, de lever les yeux vers le ciel pour mieux comprendre la Terre, les terriens et les étoiles. En ce moment, il ne se passe pas un mois, voire une semaine avant que des nouvelles nous arrivent de l'espace. Lundi soir, la Chine a envoyé sa mission Chang'e 5 vers la Lune, où elle doit se poser, récolter des échantillons et les ramener sur Terre, afin de mieux comprendre la géologie lunaire, bien sûr, mais aussi de montrer que cette étape technologique est maîtrisée. La semaine précédente, la Station spatiale internationale a accueilli à son bord 4 nouveaux astronautes. La nouveauté, c'est que la capsule Crew Dragon ainsi que la fusée Falcon 9 sont opérées par une société privée pour le compte de la NASA, la fameuse SpaceX.
Pour bien comprendre ce marqueur du changement d'air dans l'aventure spatiale, il faut savoir que la Station spatiale internationale est occupée depuis l'an 2000. Ce sont d'abord des navettes américaines qui y emmenaient les astronautes et depuis 2011, exclusivement des vaisseaux russes Soyouz. Du côté des sciences, on n'est pas en reste. Il est difficile de faire une sélection des actualités récentes en astronomie et en astrophysique, tellement ce domaine progresse à pas de géant. On écoute désormais battre le cœur de la planète Mars avec un sismomètre de la mission InSight. On observe des éruptions miniatures à la surface du Soleil grâce à la sonde Solar Orbiter qui se rapproche de notre étoile. Et on cartographie notre galaxie en 3D avec le satellite Gaia. C'est une carte qui a récemment permis, croisée avec les données du télescope spatial Kepler, de sortir une estimation du nombre de planètes qui pourraient peut-être être habitables dans notre galaxie. Pour parler d'espace ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Jacques Arnoux, expert éthique au Centre national d'études spatiales, le CNES. Et j'en profite pour signaler que Jacques a écrit un excellent article pour The Conversation intitulé « L'espace pour tous ou pour quelques-uns ». Nous avons également avec nous Chloé Dufort, doctorante en droit international et droit des conflits armés à l'Université de Bordeaux et à l'Université de Laval au Québec. Et enfin, Jérémy Lecomte, astrophysicien, spécialiste des exoplanètes au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Nous avons prévu d'ouvrir la conversation ce soir avec des questions sur les frontières de notre connaissance du cosmos, sur les grands événements qui relancent la conquête spatiale aujourd'hui et les enjeux éthiques, juridiques et scientifiques qui les sous-tendent. Nous allons collecter vos questions via le chat et les transmettre à nos intervenants au long de la soirée, selon leur sujet. Sachez aussi que nous gardons du temps vers la fin de notre rencontre pour aborder les thèmes que nous n'aurions pas encore pu discuter. Nous voudrions commencer cette discussion en demandant à nos intervenants pourquoi le cosmos nous fascine-t-il, nous, les humains. Je vais commencer par Jacques Arnoux, expert éthique au CNES. Jacques, vous avez même écrit un livre sur le sujet, La marche à l'étoile. Alors, pourquoi le cosmos fascine-t-il les humains ? Bonsoir à tous et j'en profite quand même pour vous remercier pour cette invitation à cette conversation. Avant même de se demander pourquoi, il faut d'abord constater que le ciel a toujours fasciné les humains. Les premières traces d'une culture humaine, et je pense en particulier aux peintures pariétales, montrent déjà sous une forme ou une autre des symboles qui sont des symboles célestes et qui sont la preuve que nos ancêtres étaient eux aussi déjà fascinés par le ciel. Pourquoi ? Parce que le ciel est évident. Peut-être un peu moins aujourd'hui à nous qui vivons souvent dans des villes, parce que le ciel est pollué par la lumière des villes, mais dès que nous allons à la campagne, et nos ancêtres vivaient évidemment en plein air, c'est quelque chose, le ciel s'impose à l'être humain. Surtout la nuit, mais aussi le jour. Nous sommes immergés dans le ciel. Mais plus que cela, le ciel a toujours été un miroir dans lequel nous, les humains, nous avons regardé et nous nous sommes regardés. Mais en fait, un miroir, j'aime bien dire un miroir déformant, parce que nous y portons une vision plus belle et plus parfaite que celle de la réalité à laquelle nous appartenons et nous les premiers. Nous allons projeter sur ce miroir ou sur cet écran des êtres parfaits, nous allons les appeler des dieux, des anges, des esprits, et ils sont les habitants du ciel. Et puis quand nous regardons, surtout l'été, la ronde des étoiles, la ronde des planètes, eh bien, nous aujourd'hui, comme nos ancêtres, sommes frappés par la beauté de ce spectacle. La beauté, cette régularité qui, je crois que nous en parlerons aussi, fait que le ciel peut être aussi utilisé comme calendrier, comme pour marquer notre temps et tant d'autres choses. Et cette beauté, cet ordre, cette régularité, ce caractère aussi immense, ce caractère éternel du ciel a tellement marqué nos prédécesseurs, eh bien qu'ils en ont fait un lieu inatteignable pour nous les humains. Et il faut vraiment d'emblée nous mettre cela en arrière-fond à notre échange, c'est que pendant des siècles et des millénaires, ce que nous appelons aujourd'hui l'espace, ce que nous appelons le ciel, ce que les Grecs appelaient le cosmos, et ce n'était pas par hasard, parce que le mot de cosmos justement désignait ce lieu parfait, éternel, ordonné, beau, et en même temps inatteignable pour nous les humains, même dans notre imaginaire.
même dans notre imaginaire. Pour nos anciens, il n'était pas question de penser qu'un jour, un terrien, un humain de cette terre puisse aller voyager dans le ciel ou puisse envoyer un objet venu de cette terre dans le ciel. C'est deux mondes totalement séparés. Alors, par chance, il y a eu des astronomes, les ancêtres de Jérémie, qui, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, ont vraiment fomenté une véritable révolution. Dans tout scientifique, il y a un révolutionnaire, au fond. Et quelqu'un comme Copernic, comme Galilée, comme Kepler, ce sont des noms bien connus, eh bien, ont fait entrer non seulement la science dans une nouvelle ère, mais l'ensemble de la culture d'abord occidentale et ensuite mondiale dans une nouvelle appréhension du ciel. Le ciel continue à être fascinant parce qu'il a toujours ce côté de s'imposer à nous, cette beauté. Mais nous ne croyons plus aujourd'hui que le ciel soit tellement différent de cette terre. Parce que les astronomes, et puis après je vais laisser la parole à Jérémie pour nous l'expliquer, nous ont dit, eh bien au fond, la Terre est un astre comme un autre. Et si la Terre est un astre comme un autre, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche d'aller sur les autres astres? Nous appartenons au même monde. Et la grande révolution, on peut la résumer en une phrase, le cosmos de nos anciens, ce monde parfait qui nous était inaccessible, à nous les terriens, est devenu l'univers d'aujourd'hui. Un seul monde, pas de frontières, et dès lors, eh bien, il faut qu'on y aille. Merci Jacques. Alors Jérémie, toi, comme tes ancêtres, tu as les yeux fixés sur les étoiles toute la journée, ou du moins figurativement, puisque c'est souvent un ordinateur de nos jours. Pourquoi? Alors moi, déjà bonsoir à tous. Moi, effectivement, je suis les yeux fixés vers l'étoile, alors plutôt vers les planètes qui les orbitent personnellement. Mais effectivement, je pense qu'on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a envie de revenir vers l'espace. En fait, c'est bien le terme revenir parce qu'en fait, il y a vraiment eu cet espace qui était ce ciel qui était très important pour nos ancêtres parce que on sait que les étoiles sont pas les mêmes d'une nuit à l'autre en fonction des saisons. Il y a eu les constellations qui ont été un peu inventées quelque part pour nous repérer dans le temps. Donc nous repérer dans le temps déjà simplement dans la journée, puisqu'il y a le soleil, le mouvement du soleil nous a aidé grâce au cadran solaire à nous repérer dans la journée. Puis le mouvement des constellations dans l'année nous aide à nous repérer dans l'année, pour les saisons, pour les récoltes en particulier, c'était très important. Et après, il nous a aidé à nous repérer dans l'espace parce qu'il y a effectivement eu plein d'observatoires créés, notamment en France, sous l'ère Napoléon, pour cartographier très précisément les étoiles, pour pouvoir utiliser en fait ces cartes comme des repères, grâce au sextant, comme des repères spatiaux pour les bateaux qui se déplaçaient de par le monde. Et en fait, finalement, c'est avec l'avènement d'outils comme le GPS et d'autres choses comme ça qu'on a perdu un petit peu cette connexion, qu'on a arrêté d'avoir besoin de regarder le ciel aussi souvent. Et ce qui vient en fait revenir maintenant, c'est que maintenant, par contre, on a, comme on dit, la capacité d'y aller et de l'explorer, cet espace. Et donc, comme on a la capacité de l'explorer, ben, bien sûr, forcément, on a envie d'y aller. Voilà. C'est pour ça que, de nos jours, c'est vraiment les moyens techniques, les nouveaux moyens techniques qui maintenant nous permettent que cette fiction devienne une réalité. Merci, merci Jérémy. J'aimerais maintenant tourner vers Chloé. Chloé, vous êtes juriste, vous êtes spécialiste du droit de l'espace. Et la question qu'on se pose, c'est depuis combien de temps est-ce que les juristes s'intéressent à l'espace? On sait que les hommes s'y intéressent depuis pratiquement l'aube de l'humanité. Mais alors, depuis quand est-ce que l'espace est devenu pour les juristes un objet d'étude? Bonsoir. Alors, on a tendance à croire que c'est très récent. Mais finalement, il y a du droit de l'espace depuis le lancer du satellite russe Sputnik durant la période de la guerre froide. Et pendant cette période de la guerre froide, il y a eu un comité spécial qui a été créé au sein de l'ONU parce que l'espace avait surtout une vocation stratégique. C'était décidé par des politiques, en fait, le fait d'aller ou pas dans l'espace. C'était pas pour la conquête, pour la découverte. C'était vraiment dans le contexte de la guerre froide qu'il fallait l'envisager. Donc, il y a eu le lancer de Sputnik 1 en 57 et ça a été suivi donc en 59 par la création de ce comité à l'ONU. Et puis, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait des principes qui avaient été édictés pour un usage pacifique de l'espace. Mais encore une fois, à cette période-là,
ce qui était voulu par les grandes puissances. C'était surtout, comment dire, une espèce de frein dans la course aux armements spatiaux. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des armements spatiaux, mais quand on lit le traité de 1967, par exemple, on se rend compte qu'il émet une interdiction des armes de destruction massive ou nucléaire. Donc, ça fait vraiment penser au contexte de dissuasion qu'il y avait pendant la guerre froide. C'était pas du tout dans le sens exploration de l'espace, utilisation de l'espace, c'est l'apanage de l'humanité tout entière. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était un petit peu un garde-fou pour stopper cette course à l'armement spatial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un hasard du calendrier totalement, mais il y a 55 ans jour pour jour, la France est devenue indépendante au niveau spatial. Le lanceur Diamant a mis en orbite le premier satellite national, donc français, qui s'appelait Astérix, et qui est venu aussi à l'époque prendre sa part dans cette dominance dissuasive au temps des missiles balistiques nucléaires. Le général Charles de Gaulle, à l'époque, qui était donc président de la France, était très fier, il disait qu'il était très fier que ce soit un lanceur français, un satellite français, lancé depuis l'Algérie, qui était voilà aussi. Donc, c'est des entités fortes. Et c'est différent d'aujourd'hui, on pourra en reparler tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on s'inscrit plus dans une coopération nécessaire pour faire face à d'autres grandes puissances qui veulent s'approprier l'espace, ce qui n'est pas permis d'après les textes internationaux. Merci, oui, on va absolument revenir à tous ces sujets tout à l'heure, mais avant, je voudrais revenir un instant à ce qu'a dit Jacques sur la fascination qui a exercé toujours l'espace, et je voudrais justement me tourner vers Jérémy, qui est notre astrophysicien, et qui voudra peut-être nous expliquer ce que sont aujourd'hui les grandes frontières de la connaissance du cosmos, jusqu'où on se propage notre connaissance concernant l'espace et le cosmos. Oui, alors pour faire ça, moi ce que je vous propose, c'est de partir de la Terre et puis de s'éloigner un peu petit à petit et puis de voir justement quelles sont les différentes limites qu'on a petit à petit. Alors là, comme vous voyez, donc là on est sur Terre, voilà, c'est quelque chose qu'on arrive assez facilement à s'imaginer. Et en fait, ce qu'on peut déjà voir, c'est que voilà, juste au-dessus de cette Terre, on a les premiers satellites artificiels. Donc les satellites de télécommunication qui sont vers 300 à 400 km d'altitude, avec notamment la Station spatiale internationale qui est dans ce domaine-là, dont on parlait tout à l'heure. Et puis un peu plus loin, on voit des satellites aussi qui sont un peu sur des orbites plus hautes, plutôt vers 36 000 km, notamment les satellites géostationnaires. Et voilà, ça c'est déjà c'est ce qu'on arrive à faire de manière routinière, qu'on arrive à explorer de manière routinière. Alors là, on va commencer à zoomer un petit peu, à aller un peu plus loin. Et on va arriver vers, on va dire, l'orbite de la Lune. Et donc déjà là, ce qui est important, il faut voir, donc l'orbite de la Lune, c'est à peu près, c'est ce qu'on voit là, c'est donc 1 seconde lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est juste le temps que la lumière met pour aller de la Terre à la Lune, ou plutôt quand vous regardez la Lune, en fait, vous regardez la Lune comme elle était il y a 1 seconde. Alors on va se servir de ça parce que c'est vraiment le temps-lumière, c'est un peu une unité qui est intéressante pour se faire une unité, parce que sinon je vais vous parler de milliards, de millions de kilomètres et ça ne va pas forcément vous parler. Là, pour vous donner une comparaison, donc la Lune, elle est à 400 000 km, donc ça serait à peu près 2 mois de TGV pour y aller, et c'est à peu près 1 jour et demi pour les missions Apollo pour aller jusqu'à la Lune, et puis après, il fallait revenir. Mais ça, vous comparez ça à la lumière, c'est 1 seconde pour aller. Et donc là, il faut bien voir que là, ce qu'on voit ici, là, donc cette orbite de la Lune, la Terre au centre, eh ben, c'est les limites finalement de l'exploration humaine jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas encore allé plus loin que ça. Voilà. Et vous allez voir, on est finalement qu'au tout début du voyage. Parce que donc, on va encore s'éloigner. Et puis là, on va arriver, on va voir donc les orbites qui se sont allumées des autres planètes du système solaire. Donc d'abord, les planètes telluriques internes. Donc d'abord, on a Mercure, Vénus, donc la Terre et Mars. Donc là, par contre, on a réussi à encore aller l'explorer avec plutôt des robots. Donc les premières sondes, il y a eu notamment les sondes Venera russes qui sont allées sur Vénus. Alors, de toute façon, c'est impossible de se les rappeler toutes, mais il y a des sondes, voilà, il y a eu des sondes sur Mercure. En ce moment, il y a une sonde qui s'appelle Vénus Express qui est européenne autour de Vénus. Il y a eu énormément de sondes sur Mars en partant des programmes Mars russes, puis des programmes Mariner et Viking notamment qui ont fait des révolutions sur notre compréhension de la planète Mars. Et là, typiquement, effectivement, on est déjà sur des temps-lumière qui sont un peu plus long, de l'ordre de quelques minutes à quelques heures.
Et puis là, on va encore aller vers les planètes externes du système solaire, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc là, il y a un peu moins de sondes qui sont allées, quelques-unes quand même. Là, on met plutôt plusieurs années maintenant pour ces sondes pour aller jusque-là. Et la lumière met à peu près une journée pour y aller. Et là, si je m'arrête là, en fait, c'est la limite de ce qu'on a réussi à explorer avec des objets qu'on a envoyés depuis la Terre, puisque on a ces sondes Voyager qui ont fait des petites photos du système solaire et qui ont continué leur chemin dans le vide intersidéral et qui sont en fait aujourd'hui sorties du système solaire depuis seulement quelques années, alors qu'elles ont été lancées dans les années 70. Et voilà, c'est les objets les plus lointains qu'on ait jamais envoyés depuis la Terre. Et donc, on va là commencer à s'éloigner. On voit les étoiles du ciel de nuit, donc les constellations, mais vous voyez que ces étoiles sont encore immobiles. Et là, on va s'éloigner petit à petit. On va commencer à voir quelque part sur l'écran des étoiles qui vont commencer à bouger parce qu'on va être assez loin pour, en fait, voilà, voir les premières étoiles plus lointaines, différentes de celles du Soleil. Donc là, on est à peu près à 4 années-lumière. Donc, c'est vous dire, hein, vous voyez, la lumière met 4 ans à nous venir de ces étoiles qui sont on va dire, voilà, qui sont en dehors de notre système solaire, et c'est seulement les plus proches. Et donc là, typiquement, toutes ces étoiles qu'on voit dans le ciel de nuit, c'est ces étoiles-là, par exemple, qu'on observe avec le satellite Gaïa, ou qu'on va nous observer pour chercher des exoplanètes qui leur tournent autour. Et donc, si on va encore un peu plus loin, on va arriver à une limite qui est assez intéressante, c'est la limite à peu près des 70 années-lumière. Donc ça, c'est notre sphère d'influence dans notre galaxie, puisque c'est à peu près il y a 70 ans qu'on a eu, un peu plus maintenant, mais qu'on a réussi à mettre des ondes radio qui étaient assez puissantes pour être émises dans l'espace et pour traverser la ionosphère et donc être émises dans l'espace. Et donc, en fait, il n'y a que dans cette sphère-là que quelqu'un peut recevoir des signaux qui viennent de la Terre. Et donc, il faut se dire que là, maintenant, on est de toute façon plus capable d'envoyer des robots, on est à peine capable d'envoyer de la lumière. La seule information qu'on va avoir sur tout ce qui va se passer plus loin que ça, c'est seulement la lumière qui va nous venir de ces astres qu'on va pouvoir observer pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc là, effectivement, on a toutes ces étoiles. Et puis là, on va zoomer, on va s'éloigner, on va être à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Et là, on est à la galaxie, donc la Voie lactée, que vous voyez peut-être seulement comme une espèce de barre un peu laiteuse dans le ciel de nuit, qu'on n'a jamais vu comme ça parce qu'on n'est jamais sorti de la Voie lactée, mais ça, c'est une simulation faite à partir de vraies données. Et maintenant, on continue encore de s'éloigner. Et là, maintenant, chaque point n'est plus une étoile, mais c'est en fait des milliards d'étoiles. Chaque point est une galaxie. Et voilà, ça vous dit un peu les idées de millions et de milliards de galaxies qu'on a vues jusqu'à présent, grâce à des télescopes qu'on a sur Terre ou dans l'espace. Alors là, il n'y a pas des trous. Ces trous, ils ne sont pas réels. C'est seulement qu'encore une fois, c'est une reconstruction faite à partir de vraies données. Et donc, avec les télescopes, on n'a pas encore pu cartographier l'ensemble de l'espace de cet univers. Et là, on va arriver petit à petit à ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est en fait la lumière qui a été émise lors de la création, le Big Bang, lors de la création de notre univers. Et donc, il a mis 13,5 milliards d'années à peu près à nous arriver, voilà, cette lumière. Et on sait donc, par définition, puisqu'il n'y avait pas de lumière avant ce Big Bang, que c'est l'endroit le plus lointain qu'on ne pourra jamais voir depuis la Terre. Voilà. Donc, ça vous montre à quel point, quand on parle d'exploration, finalement, l'exploration du système solaire, c'est une toute petite partie de ce gigantesque univers qu'on a pu commencer à aller titiller. Merci Jérémy. Alors pour vous, s'il y a, disons, 2 domaines de recherche à suivre en ce moment en astronomie et en astrophysique, ce seraient lesquels? En fait, c'est assez intéressant parce que effectivement, il y a vraiment en ce moment 2, on va dire, thèmes qui sont vraiment, on va dire, en plein boom. Il y en a un, c'est les exoplanètes. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a découvert ces planètes finalement il y a relativement récemment. C'était en 95. Et donc, c'est un champ très jeune. Mais aussi, je pense que ce qui est important, ce qui est intéressant finalement, c'est que la quête de ces planètes et de leur compréhension, de comment elles sont nées, de quoi elles sont faites, finalement, on peut en fait la rattacher finalement un peu à la quête de la vie. Alors, c'est pas ce qui nous anime au jour le jour, mais c'est vrai que c'est en ligne de mire, on a un petit peu cette envie de savoir est-ce qu'il y a d'autres nous ailleurs. Et donc, c'est vrai que
on peut assez rapprocher quelque part l'engouement pour ce sujet à ça. Et l'autre sujet qui est très très fort aussi de manière, en ce moment, c'est la cosmologie. Donc cette étude de ce fond diffus cosmologique, de la formation des galaxies, de la naissance de l'univers, qui elle vraiment, en fait, on peut quelque part la relier aussi à notre recherche de Dieu finalement, de recherche du principe fondateur de l'univers et de ce qui nous a créés. Merci beaucoup, Jérémy, pour nous avoir emmenés aussi loin. Je voudrais nous ramener maintenant un petit peu plus près de nous, alors pas très près quand même, mais au moins dans le système solaire et autour de la Terre, sur l'orbite de la Terre. Jacques, il y a en ce moment un grand regain d'activité, il y a énormément de satellites, il y a aussi énormément de projets, de nouvelles missions qui sont prévues vers la Lune et vers Mars. On parle d'exploiter les ressources de la Lune, de Mars, peut-être des astéroïdes. On va émerger de nouveaux acteurs avec le New Space. Est-ce qu'on est dans une période complètement révolutionnaire aujourd'hui en termes d'accès à l'espace? Oui, avant de vous répondre, Grégory, juste pour confirmer ce que dit Jérémy, d'un point de vue moins scientifique et plus par intérêt général, social, sociologique, effectivement, nous nous rendons compte que nous sommes, et pas seulement les scientifiques, absolument fascinés par le ciel toujours, mais aussi par les questions que Jérémy évoquait, les questions des origines, que ce soit l'origine de la vie ou l'origine de l'univers. Et nous le voyons bien à la fois dans tout ce qui est, je pense, Conversation, vous avez le cas avec les articles que vous pouvez publier, mais aussi dans les médias aujourd'hui, et puis les questions que nous, au CNES, nous recevons de publics très variés et qui concernent aussi bien l'origine de l'univers avec des missions qui sont consacrées à ce que Jérémy nous expliquait, ou bien d'autres missions qui sont tournées vers les exoplanètes, l'astrobiologie, la vie ailleurs. Ça, ce sont des chantiers à la fois scientifiquement importants, mais aussi, comme le disait Jérémy, plus philosophiquement aussi importants, et nos publics ne s'y trompent pas en étant vraiment passionnés par ces questions. Alors c'est vrai que en même temps, il y a une actualité du spatial qui nous ramène un peu plus proche de notre horizon terrestre. Et comme le disait Chloé, la révolution après celle des astronomes, eh bien, ça a été le fait de l'envoi de Sputnik en 1957. Pour la première fois, un objet artificiel est envoyé dans l'espace. Il va être suivi par des êtres humains en 61 avec Gagarine. Et vous l'avez compris, enfin nous l'avons déjà dit d'une certaine manière, les activités spatiales vont avoir deux orientations. D'un côté, et c'est ce que nous venons plutôt d'évoquer, le côté de l'exploration. Ne parlons pas nécessairement de conquête, en tout cas le côté de l'explorer, donc une vision et puis un envoi de sondes et aussi d'humains vers l'extérieur. Donc c'est tout ce qui est l'exploration. Et puis une autre facette en quelque sorte qui est tournée vers la Terre, et c'est ce que nous connaissons en termes de satellites, de communication, d'observation, de télépositionnement, enfin tout ce que nous utilisons tous quasiment directement ou indirectement tous les jours. Donc, et c'est vrai que ça date déjà des années 60. Et ce que nous disait Chloé en termes de droit était aussi lié à cela, même s'il y avait des enjeux plus importants que d'autres. Alors pourquoi aujourd'hui nous vivons à une période intéressante, alors donc pas seulement dans le domaine scientifique, mais aussi dans cette utilisation de l'espace, c'est que nous avons des nouveaux acteurs. Nous allons en parler un petit peu, et peut-être en plusieurs fois, ça dépend des questions que Grégory me posera, mais ces nouveaux acteurs, vous les connaissez tous. Parce que ces acteurs-là sont d'excellents communicants. Ils s'appellent Elon Musk, Jeff Bezos ou Richard Branson. Nous les voyons, et Elsa le rappelait, je dirais quasiment toutes les semaines sur nos médias parce qu'ils font un nouveau coup. Jeff Bezos est assez discret, mais Jeff Bezos a des moyens que peu d'entre nous avons. C'est l'homme le plus riche de cette planète et il investit quand même tous les ans dans son propre projet spatial, sur sa propre base spatiale, sur ses propres engins spatiaux. Il investit tous les ans la moitié du budget spatial français uniquement sur ses fonds propres. Donc, il a les capacités de ses projets. Elon Musk n'est pas pauvre non plus, il n'a pas les capacités financières de Bezos. C'est un homme qui est moins discret que Bezos. Il aime bien qu'on parle de lui, et nous connaissons tous les réussites, et les a en parlé, SpaceX et d'autres aussi.
Alors, il y a des réussites qui sont particulièrement théâtrales, hein. Les premières fusées réutilisables, on se souvient des images de cette énorme fusée qui décolle de Cap Canaveral et les deux boosters qui viennent se reposer quelques minutes plus tard et la Tesla qui va se balader autour de la Terre et puis ensuite qui part vers Mars. Euh, on est aussi au courant du tourisme spatial qui est promis par Richard Branson avec la Virgin Galactic. Demain, nous pourrions tous, je dis nous pourrions parce que nous n'avons peut-être pas assez d'argent tous là en ce moment pour acheter un ticket pour aller se balader en tout cas sur les frontières de l'espace, pas faire encore le tour de la Terre, ça c'est pour un peu plus tard. Mais surtout, c'est des projets qui nous, en quelque sorte, nous remettent dans l'esprit des premières années auxquelles Chloé faisait allusion, c'est-à-dire l'esprit des pionniers, l'esprit de l'entreprise, la nouvelle frontière qui est revisitée en quelque sorte par ces acteurs qui ne sont pas seulement des hommes de parole, ou en tout cas, ils tiennent leur parole. Enfin, ça met parfois du temps, ça met plus de temps qu'ils ne le disent, il y a des échecs, mais nous sommes à l'approche des fins d'année. Il faut savoir qu'il y a quelques années, Elon Musk a eu l'audace sur sa carte de vœux de mettre tous les échecs de l'année écoulée. Parce que pour lui, tous ces échecs ouvraient un nouveau chapitre, ouvraient des succès que nous connaissons aujourd'hui. Et sa fusée Falcon 9, que l'on évoquait tout à l'heure, n'a pas eu d'échec depuis 2015, ce qui est quand même pas mal quand on voit ce qu'elle est capable de faire. Donc, tout ça constitue l'élément le plus évident de ce qu'on appelle donc le New Space, un nouveau chapitre, des nouveaux acteurs qui bousculent, il faut reconnaître, les acteurs plus traditionnels, le CNES en est un, qui nous bousculent, qui exigent de nous que nous répondions avec de nouveaux projets, peut-être aussi un nouvel enthousiasme, un nouvel esprit. Il faut aussi savoir, et j'arrêterai par là parce qu'on en reparlera peut-être, que tout n'est pas peut-être facile à réaliser. Il y a quelques années, des compagnies ont été créées pour aller exploiter, donc cette fois-ci on parle vraiment d'une forme de conquête, d'aller exploiter les ressources minières de l'espace, nous en parlerons sans doute parce qu'il y a plein de questions autour. Il y a deux entreprises un peu emblématiques qui ont été créées. Ces deux entreprises aujourd'hui sont en très grande difficulté. Après avoir récolté des fonds, eh bien, ils ont perdu leurs actionnaires et elles se rendent compte que ce n'est pas peut-être pour demain tout à fait que nous irons gratter ou creuser des astéroïdes pour en exploiter les ressources. C'est peut-être techniquement plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a effectivement un nouvel esprit. Et j'en veux simplement pour dernière illustration, pour ne pas être trop long, il y a maintenant 4 ans, Elon Musk est venu se présenter devant la communauté astronautique internationale. On a des grandes conférences internationales. Enfin, on avait, je ne sais pas quel est le futur, on aura peut-être plus par téléconférence. Et il est venu se présenter à cette communauté internationale pour présenter son projet d'aller coloniser Mars. Il y avait de très belles images. Et surtout, il avait même des images des premiers éléments de ces fusées. C'est pas seulement des images, en 3D sur un ordinateur. Et il faut reconnaître que l'accueil qu'il a reçu, alors accueil un peu froid peut-être de la communauté de l'old space, du vieil espace, parce qu'on était un peu choqué par ce qu'il nous racontait. En revanche, dans la jeune génération des ingénieurs, des scientifiques, des gens comme Elon Musk reçoivent un accueil extraordinaire. C'est un vrai rockstar qui était accueilli par cette assemblée. Alors, certains s'en plaignent ou trouvent que c'est un peu excessif. N'empêche que ces gens-là nous remettent un esprit, un enthousiasme que l'on ne peut pas refuser, je trouve. Merci beaucoup, Jacques. Je rappelle à tous nos spectateurs que vous êtes invités à poser des questions via le chat. Nous allons les poser au fur et à mesure, certaines ensuite à la fin de notre conférence. Il y a déjà une question que j'aimerais poser maintenant à Chloé. C'est une question justement qui a trait aussi au projet d'Elon Musk qui veut, sauf erreur, envoyer 42 000 satellites dans l'espace dans le cadre de Starlink. Chloé, quels sont les textes juridiques internationaux qui réglementent ces accès au ciel? C'est l'une des questions que nous a posé l'un de nos spectateurs. C'est un système d'immatriculation en fait par l'État lanceur. C'est-à-dire que si Elon Musk utilise une base américaine pour lancer ses satellites, il faudra que le gouvernement américain ait immatriculé tous les 10 satellites. Ça, c'est ce qui est officiel. Et comme ça, les satellites peuvent être tracés, ils sont répertoriés et au cas de collision ou de tout autre dommage, il y a un régime de responsabilité qui peut s'appliquer.
Par contre, s'il peut y avoir quelque chose dans l'avenir qui pourrait poser problème, c'est l'embarquement à bord de ces fusées, dans les soutes, de CubeSat, de tout petits satellites qui, pour le coup, eux, pourraient déroger à la règle de l'immatriculation, tout simplement parce que quand une fusée décolle, on ne vérifie pas forcément le contenu de la soute. Alors, on ne pourrait pas, en tout cas, il semblerait un peu compliqué de vérifier s'il y a des CubeSat ou pas. Et pour ces petits satellites, le régime devra être vérifié. Si c'était ça la question, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, tout à fait. Et puis globalement, la grande question, c'est qu'est-ce que ça change au niveau juridique? Qu'est-ce que le boom des activités spatiales change globalement aujourd'hui au niveau juridique? Puisque le traité de l'espace disait que l'espace était le bien commun de l'humanité. Aujourd'hui, il est question maintenant d'appropriation, pas forcément des corps célestes, mais en tout cas peut-être de certaines ressources qu'on pourrait en tirer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un boom juridique autour justement de ce boom des activités spatiales? Le cadre juridique, en fait, quand on emploie cette expression, c'est très vaste parce que on peut parler de droit spatial, donc qui relève du droit international public, on peut parler de droit pénal, on peut parler de droit des assurances, on peut parler de droit des conflits armés. Ça, c'est mon domaine de recherche. Donc, je vais brièvement évoquer les précédents. Par exemple, ce qui peut changer aujourd'hui, c'est le droit des assurances. Parce que de plus en plus d'entreprises privées investissent dans des technologies qui sont très coûteuses. Donc, forcément, on se doute qu'elles ont envie d'être assurées au cas de dommages, au cas d'échec de mission. Donc, le droit des assurances spatiales va connaître un boom, pour le coup. Chose qui n'existait pas avant, tout simplement parce que c'était pas possible d'envoyer des objets comme ça dans l'espace. Du moins, c'était très coûteux. Par exemple, le droit pénal aussi pourrait avoir vocation à être appliqué dans l'espace, quand on imagine du tourisme spatial. Si à bord d'une navette, une infraction est commise, eh bien le droit pénal de la personne de la personne soit qui commet l'infraction, soit qui est victime, pourra s'appliquer. Voilà, c'est des choses comme ça. Actuellement, on est nombreux, enfin du moins, on est quelques-uns à penser que le droit des conflits armés a vocation d'ores et déjà à s'appliquer à l'espace parce que on dénombre déjà des attaques spatiales. Donc, quand on dit attaque spatiale, on a tendance à croire que c'est forcément une attaque cinétique, mais dans l'espace, c'est un petit peu différent. Une attaque spatiale, c'est un acte d'hostilité. Et un acte d'hostilité dans l'espace, ce peut être du brouillage, ce peut être du butinage satellitaire, ce peut être de l'espionnage en temps de paix, parce que pour le moment, on est encore en temps de paix. Donc, la véritable question aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on se trouve dans un temps qui est justement de paix, et on aimerait appliquer dans ce temps de paix des outils qui sont réservés au temps de guerre, au temps de conflit armé. C'est là le problème. En fait, aujourd'hui, il y a un grand problème de qualification juridique des faits, des actes qui sont perpétrés dans l'espace. C'est la question qui nous intéresse, en tout cas, nous, chercheurs dans le droit international humanitaire en ce moment. Merci beaucoup, Chloé. On va y revenir. Il y avait peut-être aussi une question qu'on voulait éventuellement poser à Jacques, qui a parlé beaucoup du New Space, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs publics nouveaux. Il y a des nouveaux États qui maintenant deviennent des acteurs de l'espace. Comment est-ce qu'ils articulent leurs activités avec les grandes entreprises privées? Grégory, vous avez raison. Avec le vocable de New Space, spontanément, et c'est ce que j'ai fait, nous évoquons plutôt ces personnes charismatiques et particulières, venant pour la plupart des GAFA d'ailleurs, voilà, Bezos, Musk et compagnie. Mais en réalité, quand nous parlons de New Space, nous parlons aussi de ceux que vous désignez, donc tous ces nouveaux acteurs étatiques qui, de fait, poursuivent ce que les grands États fondateurs, et puis donc ont déjà été évoqués, les États-Unis, l'Union soviétique, la France, à travers, comme l'a rappelé Chloé, la France est la troisième puissance spatiale historique. Et puis c'est l'Europe, c'était le Japon, l'Inde, et avec ça on a à peu près fait le tour des puissances spatiales historiques. Et aujourd'hui, énormément d'États ont les moyens économiques et même parfois des moyens techniques de participer réellement à l'aventure spatiale, à l'entreprise spatiale, en construisant des satellites. Plus rares sont ceux qui ont aussi la maîtrise des lanceurs pour pouvoir lancer eux-mêmes leurs satellites, mais
Et il suffit d'aller sur le marché et d'acheter un lanceur. Ça, si vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Et ainsi, vous rentrez dans la communauté spatiale. Vous devenez vraiment un acteur. Et la difficulté, c'est que, voilà, entre les acteurs étatiques que je viens d'évoquer, les acteurs qui sont proches du public, ces grandes industries qui sont fondées sur des politiques nationales et aux États-Unis, vous avez des grands noms, vous avez Boeing, Lockheed Martin, en France aussi, vous avez ces grands consortiums industriels qui sont très liés à l'organisme public. Eh bien, vous avez en plus aujourd'hui, alors ça c'est plutôt le monde public qui jusqu'à présent, et c'est ce que les juristes ont su faire, ont eu un certain nombre de garde-fous et des manières des conduites qui étaient prévues. Et tout ça marchait plutôt bien à une certaine entente. Sont arrivés des acteurs vraiment privés, et c'est là qu'on revient sur ce que nous nommions précédemment, et les entreprises privées, Blue Origin de Bezos, SpaceX de Musk, des acteurs vraiment privés qui ont signé des contrats avec des États, avec d'autres organismes, bien sûr, mais qui ont des modes de gestion et des modes d'agir qui semblent plus, comment dirais-je, détachés de ces contraintes juridiques. Et c'est ce qu'évoquait Chloé tout à l'heure. Bon, alors pas seulement sur les questions de militarisation ou personnalisation, mais aussi d'exploitation de l'espace. Et là, il y a vraiment tout un enjeu actuel. Comment combiner acteurs publics, acteurs privés, surtout que l'espace a été, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, a été quand même déclaré pas donc hors la loi, nous le savons désormais grâce à Chloé, mais est un lieu qui a même été déclaré patrimoine commun de l'humanité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfin c'est mon interprétation, je ne suis pas juriste. Hein. Ça ne signifie pas que nous nous approprions l'espace, ça signifie que nous sommes responsables de ce que nous y faisons. Et que quelque part, nous en sommes tous responsables. Et la difficulté, c'est de prendre en compte cette responsabilité. Parce qu'il n'y a pas un gendarme derrière chaque planète ou derrière chaque astre, ou derrière chaque orbite, et qu'au fond, comme le disait Chloé, si on rajoute quelques petits CubeSats dans un lanceur, personne n'en saura rien, et si demain ce CubeSat va heurter la Station spatiale internationale ou va détruire un satellite important d'un État, qui va s'en rendre compte? Évidemment, la victime. Mais comment à ce moment-là savoir qui est le responsable? Ça devient très compliqué. Donc il y a vraiment une question, pour moi, une fois encore, je ne suis pas juriste, mais de responsabilité commune. Et pour moi, c'est l'enjeu principal parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, quand on parle de responsabilité dans nos sociétés et sur Terre, ça, bon, bien sûr, il y a tout de suite des procès, les avocats adorent ce genre de choses, mais je ne parle pas de cette responsabilité juridique, je parle d'une responsabilité presque civile, citoyenne. Et ça, c'est pas seulement pour la Terre, c'est aujourd'hui aussi pour l'espace. Alors justement, je crois que Chloé voulait rebondir là-dessus. Chloé? Oui, je voulais d'abord revenir sur le fait que ce n'est pas parce que ce sont des entreprises privées qui sont à l'initiative de nouvelles opérations spatiales qu'elles sont hors droit, du moins. L'État est responsable de ces entreprises privées. C'est-à-dire que si une entreprise privée veut s'arroger le droit d'utiliser l'espace à des fins qui seraient contraires au traité de l'espace, eh bien, ce serait à l'État qui a un devoir de surveillance de ces entreprises d'agir, en fait. Sinon, lui-même serait tenu responsable et on pourrait l'accuser de violation du droit international. Et ensuite, je voulais revenir sur la sémantique, sur le patrimoine commun de l'humanité. Ça n'a pas été inscrit dans le traité de l'espace. En droit, les termes sont très importants parce qu'on est nombreux à vouloir détricoter les termes juridiques pour pouvoir bien comprendre le droit. Il faut un référentiel commun. Donc, patrimoine commun de l'humanité, c'est pas dans le traité d'espace. C'est pas le cas pour la haute mer, l'Antarctique, etc. Et c'est justement pour ça que dans le traité de l'espace, on parle de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique qui, eux, sont l'apanage de l'humanité tout entière. Ce n'est pas pareil. C'est l'exploration et l'utilisation. C'est-à-dire que ce qu'on pourra explorer, exploiter, utiliser dans l'espace devra avoir des répercussions pour l'humanité, devra être bénéfique à l'humanité. Mais c'est pas encore un bien qui a été protégé par cette formulation patrimoine commun de l'humanité, ce qui n'est pas la même chose de la Lune. Autre traité qui a été signé plus tard, et on se rend compte qu'il n'y a que 11 signataires à ce traité.
ce qui n'est pas le cas pour le traité de l'espace, qui lui est un peu plus flou, un peu plus souple. Le traité de la Lune, il n'a pas été signé par les grandes puissances. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit que les Américains ont créé les accords Artemis, ce sont des accords bilatéraux qui peuvent être signés avec d'autres nations et qui ne sont pas en accord avec le traité sur la Lune. Parce que justement, c'était trop contraignant pour les États d'admettre que c'était le patrimoine commun de l'humanité, l'espace en son ensemble. Merci Chloé. Du coup, la question de responsabilité rappelle deux questions du public. D'une part, comment est pensé le traitement des déchets dans l'espace qui sont provoqués par nos explorations? Alors, le traitement des déchets dans l'espace. Bon, premièrement, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il me semble que quand certains déchets retournent dans l'atmosphère, il y a un phénomène de combustion qui se fait naturellement, donc ces déchets-là disparaissent. Ensuite, quand on parle de pollution spatiale, c'est quand même assez minime aujourd'hui. Je pèse mes mots parce qu'encore une fois, je suis absolument pas spécialiste et je pense que peut-être Jérémy Lecomte sera mieux à même de répondre à cette question. Mais pour ce qui est de la stratégie de récupérer des déchets, il n'y a pas encore d'obligation aujourd'hui. Le droit international dit qu'on ne doit pas polluer l'environnement naturel, dans les conflits armés en tout cas, dans ce que moi j'étudie. On ne doit pas polluer les environnements naturels, mais il n'y a rien qui est spécifiquement écrit au sujet de l'espace. On doit adapter cette nouvelle pratique. Et puis pour l'avenir, je pense qu'il y a certaines entreprises à moyen terme qui, pour le coup, voudront faire du bénéfice en traitement de déchets. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles les entreprises voudraient développer des technologies pour aller dans l'espace et traiter les déchets, voire les ramener. Mais là, c'est dans très longtemps parce que ça met du temps et ça prend de l'argent de développer tout ça. Je crois que Jérémy voulait rebondir sur le sujet des déchets. Oui, parce qu'effectivement, c'est un problème qui ne se pose pas encore tout de suite, mais qui va peut-être devenir un problème vrai. C'est tous les micro-débris qu'on a en orbite et qui peuvent faire des cascades. C'est-à-dire que si on a un débris qui heurte un satellite, ça crée des nouveaux débris. Et on sait que si on a trop de débris autour de nous, ça peut vite devenir problématique. Donc ça, c'est un vrai problème d'aujourd'hui. Et je voulais juste aller un peu plus loin sur nous, pour la partie scientifique. Quand on envoie des sondes vers d'autres planètes ou vers l'espace, en fait, il y a dans différentes agences, il y a des bureaux de protection planétaire et qui ont pour mission de gérer justement la fin de vie de ces missions. Et notamment, on n'a pas le droit de laisser une mission juste se déplacer comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que la mission Cassini, qui était autour de Saturne pendant de nombreuses années, avant qu'on perde le contact, on l'a envoyée dans Saturne pour qu'elle brûle dans l'atmosphère de Saturne et qu'elle ne reste pas là juste comme ça à polluer, par exemple, les anneaux de Saturne. Merci Jérémy. Une autre question du public, c'est est-ce que l'élection de Joe Biden va changer les plans de l'exploration spatiale américaine? Et du coup, Jacques, j'aimerais également savoir si vous pouvez nous parler un petit peu des rôles relatifs des différentes grandes puissances, notamment spatiales, et notamment celles de l'Europe et de la France. Je ne suis pas un spécialiste de politique spatiale internationale. Pour répondre à la question, ce que nous en savons aujourd'hui, mais voyons bien qu'aujourd'hui aux États-Unis, les discussions tournent peu, pas encore au niveau du spatial, mais encore sur des comptages de votes et savoir ce que va faire l'actuel président, enfin celui qui occupe la Maison Blanche. Ce que l'on sait, c'est que l'actuel administrateur de la NASA, donc qui a été nommé par Donald Trump il y a quelques années, a fait un excellent travail à la NASA, ce qui a étonné un certain nombre d'observateurs extérieurs, a fait un bon travail avec comme vision celle du président. Parce qu'aux États-Unis, la politique spatiale fait partie des prérogatives présidentielles depuis très longtemps. Quand on voit l'histoire de l'espace, ça date de Kennedy, de John Kennedy. Et donc,
Trump a eu comme visée ou comme vision spatiale celle d'un retour sur la Lune, et on a entendu même des calendriers extrêmement serrés dans lesquels il a engagé la NASA et les industriels, et les industriels publics et privés, j'allais dire, si on peut utiliser ce terme-là. Et l'administrateur de la NASA s'est engagé dans cette perspective-là, qu'il avait comme ça comme feuille de route, avec, en tout cas en termes de politique et de management des acteurs, un certain succès, en tout cas un succès reconnu. Il se trouve qu'il a, je crois, sinon effectivement, en tout cas virtuellement, présenté sa démission, et reste très récemment, sans même attendre, semble-t-il, d'avoir l'avis de Joe Biden sur le fait que le président futur, en tout cas, puisse lui demander de rester, puisqu'il avait fait un bon travail. Probablement aussi quand même que la politique de Joe Biden sera différente, et le retour sur la Lune des Américains n'aura peut-être pas la priorité ou l'appui ou l'enthousiasme de Donald Trump dans le futur. Donc c'est un peu la difficulté de la politique spatiale américaine, qui passe comme ça par non pas des hauts et des bas, mais en fonction du président ou du parti au pouvoir, avec des visions un peu différentes, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives de retour sur la Lune et que ça n'a pas eu lieu. Mais aujourd'hui, la situation est un peu différente, parce que puisque vous me posez la question, Elsa, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs qui, ces dernières années, ont pris une place plus importante, en tout cas une place qui n'était pas la leur, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, parce que il y a à peu près 10 ans, Barack Obama avait mis dans les placards et de côté le programme de retour sur la Lune qu'avait engagé son prédécesseur Bush, parce qu'il considérait que ça n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, le fait que les Chinois continuent, et vous avez évoqué la mission de retour d'échantillons lunaires par les Chinois, bien que les Chinois continuent leur marche vers la Lune, aujourd'hui automatique et demain sans doute habitée, il y a une forme de compétition, même si on n'ose pas, on ne veut pas parler de compétition entre les États-Unis et la Chine, mais tout de même, on sent très bien que la place qu'occupe l'espace chez les Américains fait qu'ils auront du mal à admettre que les Chinois s'installent demain sur la Lune et fassent mieux que ce qu'ils ont fait il y a plus de 50 ans maintenant. Donc cette compétition fait que les Américains se sentent peut-être un peu plus aiguillonnés qu'ils n'étaient il y a 10 ans, et on verra ce que Joe Biden va décider. Ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a évidemment des acteurs comme l'Inde qui poursuivent elle aussi, ce qui peut paraître assez surprenant quand on connaît la situation en Inde, et il y a bien des questions d'ordre éthique qui peuvent se poser, comme elles se posent d'ailleurs sur nous, sur la manière d'engager des budgets dans le domaine spatial quand on est un pays comme l'Inde. Mais en tout cas, l'Inde a aussi posé peu à peu des jalons, et prétend aussi, d'ici quelques années, envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, et participer aussi à cette reconquête de l'espace, pour utiliser le titre de notre débat. Le Japon reste un acteur, en tout cas dans la coopération internationale, extrêmement important, parce que, vous savez, c'est un domaine dans lequel chacun finit par acquérir une certaine forme d'expertise. Pour prendre un autre exemple, le Canada, qui n'apparaît peut-être pas comme un acteur sur le tout devant de la scène, et le pays du bras robotique de la station. Ils ont une capacité, ils ont une grande compétence là-dedans, et on ne fait pas aujourd'hui une mission, on ne prévoit pas une nouvelle station spatiale sans aller chercher les Canadiens, parce que on sait que ce seront le pays du bras robotique. L'Europe n'est pas en dernière place, puisqu'on parlait des programmes Artemis, et on sait que dans ces programmes de retour sur la Lune, l'Europe a d'ores et déjà une place importante dans la technologie qui permettra, ou qui permettrait demain, pour une coopération américaine et avec d'autres pays, de retourner autour de la Lune. Tout ça, je viens de citer l'Europe, je viens de citer la France. C'est vrai qu'en même temps, on sait bien, enfin, vous avez regardé comme moi ou entendu comme moi les médias, il y a quand même en même temps une forte critique aujourd'hui sur la politique européenne et la politique française. Pourquoi ? Parce que, de manière très, j'allais dire, non pas anecdotique, mais dans l'ordre des news, eh bien, au moment même où SpaceX envoyait un deuxième équipage vers la station spatiale internationale avec Force Média, eh bien, on essuyait un échec européen d'une belle mission scientifique. Alors,
il n'y avait pas qu'un satellite français, franco-français, donc pour aller étudier la haute atmosphère, ce satellite Aranis, mais tout de même, voilà, un échec qui tombe mal, surtout quand il y a à côté de ça un succès américain. Et ça a valu dans la presse un certain nombre de questions, voire de critiques sur la santé de la politique spatiale européenne. Et c'est quand même l'occasion de réfléchir sur à la fois qu'est-ce qui constitue et qu'est-ce qui peut constituer une politique spatiale à la fois nationale ou internationale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si nous évoquions Diamant et Astérix, après la France s'est quand même rapidement associée à d'autres puissances spatiales, mais aussi a été l'un des acteurs, et toujours l'un des acteurs principaux de la politique spatiale européenne. Ce qui est aujourd'hui quand même assez flagrant, et c'est pas seulement dans le spatial, comme nous parlons d'Europe, c'est la difficulté pour notre Europe de trouver des projets, des objectifs qui soient suffisamment clairs et suffisamment audacieux pour pouvoir emmener l'enthousiasme de tous les pays qui aujourd'hui forment ou l'Agence spatiale européenne ou l'Union européenne, parce que ça ne se recouvre pas tout à fait en termes politiques. Et il ne suffit pas d'avoir de belles destinations, et la Lune reste une belle destination, ou des destinations plus lointaines que Jérémy nous a citées. Il faut que derrière ces destinations, il y ait vraiment un projet, un objectif qui soit scientifique. Il y a eu quand même de belles réalisations scientifiques ces dernières années portées par l'Europe, ou politiques. Quand Chloé parle de militarisation, c'est aussi une question qui est très discutée aujourd'hui en Europe. Est-ce que nous avons une politique de défense européenne capable de susciter ou d'articuler, de se joindre une politique industrielle spatiale ou pas? Ça se discute beaucoup en ce moment, ou non. Et ça, reconnaissons-le, en Europe aujourd'hui, nous avons une difficulté, mais qui est peut-être aussi liée comment dirais-je, à l'ambition européenne elle-même. C'est pas à moi d'en juger aujourd'hui. On parle beaucoup. Merci Jacques. L'une des questions qu'on nous pose beaucoup sur notre chat, c'est tout ce qui a trait finalement à la guerre des étoiles, à savoir à des conflits qui auraient lieu dans l'espace. Est-ce qu'il y a déjà eu vraiment des actes hostiles entre acteurs spatiaux? Que se passerait-il exactement? Chloé, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui. Il y a déjà eu des actes hostiles et d'ailleurs, quand on lit la stratégie militaire spatiale française, on se rend compte que la ministre évoque des menaces spatiales, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a 2 jours, il y avait un colloque à l'armée de l'air et de l'espace, parce que nous aussi, on a notre Space Force, ça s'appelle Armée de l'air et de l'espace. Et donc, dans ce colloque, la ministre avait changé un petit peu son introduction. Et le jargon était clairement militaire. On parlait plus de menaces, mais on parlait d'arsenalisation rampante de l'espace. On parlait de se parer contre des attaques potentielles. Donc là, le terme était posé. Pour le coup, on parlait vraiment d'attaques potentielles. On parlait d'un nouvel ordre des choses. Et la ministre mettait en garde, elle disait clairement que nous devions nous tenir prêts. Et pour ça, il fallait développer des partenariats pour préserver notre espace, en fait, surtout notre liberté d'accès à cet espace. Et peut-être que ça vient justement au moment où il y a la signature de ces accords Artemis, peut-être qu'il y a une volonté européenne justement de se lier ensemble entre les États pour contrer ces accords. Et quand vous parliez de conquête, en fait, je me suis questionnée et je me suis dit, mais quel est le but d'une conquête, de toute conquête, en fait, si ce n'est pas le gain de quelque chose? Dans l'espace, on peut gagner un territoire, on peut se poser la question de l'intérêt de gagner un territoire. Est-ce qu'on peut se poser la question de gagner un intérêt financier? Non, je ne pense pas qu'à court terme, ce soit ça. En revanche, on peut contrôler. Dans l'espace, on peut contrôler et c'est déjà un gain énorme parce qu'on parle de la Lune, on parle de Mars, mais je vais faire un petit peu la rabat-joie et je vais revenir sur Terre. On est spatio-dépendant. Donc, l'intérêt des États aujourd'hui, c'est de contrôler ce qui se passe dans l'espace pour pouvoir contrôler les conséquences sur Terre. Quand on a un satellite ennemi qui va venir brouiller notre satellite à nous, par exemple de géolocalisation, ça va pouvoir avoir de fortes conséquences sur un théâtre d'opération armée conventionnel.
Si les personnes au sol n'ont pas les bonnes données GPS, ça peut complètement faire changer l'issue d'une mission, par exemple. Donc oui, il y a des attaques spatiales qui sont existantes, même si on n'a pas ces explosions nucléaires, etc. C'est pas à ça qu'on fait référence, mais ce sont quand même des attaques par d'autres moyens que le cinétique. Ça existe. Et donc, si on réussit à qualifier ces actes d'hostiles, eh bien, à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a un conflit armé international, et donc on peut appliquer le droit des conflits armés pour régir les conséquences que ce conflit aurait sur Terre, et donc pour nous et pour l'humanité. Merci Chloé. Je vous en prie. Jérémy, Jacques et Chloé nous parlent de relations diplomatiques, potentiellement de conflits, d'attaques. En sciences, les choses sont très différentes. On voit souvent des listes d'auteurs sur les publications qui sont absolument phénoménales. Pourquoi les collaborations sont si importantes? C'est vrai que nous en sciences, on n'imagine pas en fait faire de la science qu'on veut faire sans collaboration. Je pense que la raison, c'est que effectivement les moyens sont limités, ils le sont pour tout le monde, ils le sont d'autant plus pour les scientifiques. Et si on veut pouvoir aller à la pointe de la technologie, à la pointe de l'exploration, eh ben forcément, on va devoir se mettre en commun pour pouvoir faire des découvertes nouvelles, pour pouvoir faire des découvertes plus lointaines, plus exotiques. Alors, je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une petite aventure qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, d'une belle découverte. Vous avez peut-être entendu dans la média, c'était les planètes trappistes. Donc, c'est 7 planètes autour d'une étoile qu'on a renommée TRAPPIST parce que c'est le nom du télescope. Et ça, il faut bien dire que cette découverte, avant d'arriver, c'est plusieurs années de travail, même des dizaines d'années de travail, qui commencent par une équipe belge qui veut monter ce télescope. Donc, c'est un petit télescope avec un miroir de 60 cm qu'ils ont mis, mais donc il a fallu de l'argent européen pour cette équipe belge pour construire ce télescope qui a été déployé sur un observatoire au Chili, mais qui est géré par ce qu'on appelle l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui est un consortium de pays qui essaie de gérer des observatoires justement dans des pays de l'hémisphère sud. Et que grâce à ça, on a pu avoir donc effectivement les premières données qui à ce moment-là, déjà nous donnaient que 2 ou 3 planètes. Ensuite, cette équipe-là est venue nous voir, donc une équipe française et puis aussi une équipe suisse. Et puis, ils ont aussi confirmé avec des télescopes, avec des équipes anglaises. Donc, nous, d'un point de vue théorique, on a essayé de comprendre ce qui se passait dans ce système. Et là, après, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on avait des idées et donc il fallait vérifier ces hypothèses qu'on avait. Et donc, on a demandé, en fait, du temps sur un télescope spatial américain qui s'appelle le télescope spatial Spitzer. Et là, qui nous a permis, et pas seulement, en fait, de confirmer nos idées, finalement, en fait, ça nous a même complètement montré que nos idées n'étaient pas du tout les bonnes. Pour des raisons assez intéressantes, mais je n'aurai pas le temps de toutes les explorer ici, mais que finalement, ce n'était pas 3 planètes qu'on avait, et c'était 7 planètes. Et voilà. Et c'est uniquement parce qu'on a eu tous ces échelons, ces collaborations entre plein de pays, qu'on a pu arriver à ce beau résultat, et qui maintenant, ce système, qui est en fait un peu l'un des joyaux des systèmes qu'on va explorer dans l'avenir. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de grands projets qui sont en train de se monter, qu'on va pouvoir suivre dans les années qui viennent du côté scientifique? Alors oui, il y en a plusieurs. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors c'est un peu compliqué en fait, il y a finalement plein de missions, on ne se rend pas compte, ce serait beaucoup trop long de les faire toutes. Mais là, dans l'horizon, j'en ai choisi 2. La première, c'est vraiment un peu quelque chose qui est vraiment une collaboration de toute la communauté d'astrophysique, parce que c'est donc le télescope spatial James Webb qu'on voit ici à droite, et qui est en fait amené à être le descendant du télescope spatial Hubble qu'on voit à gauche. Et l'intérêt vraiment de ce nouveau télescope spatial, c'est qu'on peut le voir là, la taille de son miroir, qui va être un miroir de plus de 6 mètres de diamètre, comparé à Hubble qui avait plutôt un miroir de 2,4 mètres. Donc en termes d'air collectrice, c'est un gain immense, et donc ça va vraiment être un gain immense en termes de qualité des images et de profondeur des images qu'on va pouvoir voir. Et alors pour vous donner vraiment une idée de sa taille, parce que je trouve que c'est pas ça monte pas bien là, vous avez une photo d'une maquette à taille réelle de ce télescope, et vous voyez ici
en fait les toiles de protection solaire des instruments et du miroir qui voilà, font en fait la taille d'un terrain de tennis. Voilà, pour vous donner une idée, et il faut envoyer ça dans l'espace. Alors comment on envoie ça dans l'espace? Avec une Ariane, mais il faut qu'en fait on joue un petit peu à faire de l'origami. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce satellite, on va le plier pour qu'il rentre, vous voyez, il a cette forme qui peut rentrer dans la coiffe d'une Ariane. Et une fois dans l'espace, il faut le déplier. Donc d'abord on déplie, on a vu les panneaux solaires pour qu'il ait de l'énergie, puis on déplie une antenne pour qu'il puisse communiquer avec la Terre. Et puis après, on va déplier, en fait, effectivement, ça c'est la tâche la plus hardie, déplier ces espèces de toiles qui vont en fait protéger le miroir et les instruments du chauffage de la lumière solaire, simplement parce que les instruments de cet observatoire vont observer dans l'infrarouge. Et donc pour ça, il faut que les instruments et le miroir soient refroidis à des températures cryogéniques. Et donc pour faire ça, on a des refroidisseurs, des frigos cryogéniques quelque part sur le satellite. Mais il faut déjà le protéger de se faire réchauffer par les rayons du soleil. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre ces espèces d'immenses protections solaires et qui vont prendre énormément de temps, en fait, plusieurs mois, à être déployées une fois dans l'espace, parce qu'il faut le faire de manière très minutieuse. Et puis finalement, on va voir qu'on va déployer en fait le miroir secondaire qui va venir concentrer toute la lumière qui vient du miroir principal vers les instruments ici. Et on va déplier les ailettes pour pouvoir le miroir complet. Donc voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui excite toute la communauté, parce que c'est comme Hubble, c'est en fait un observatoire plus qu'une mission dédiée. Et donc c'est vraiment finalement chaque année en fait on va avoir le James Webb va proposer des heures d'observation, et c'est aux scientifiques il va y avoir des grandes compétitions pour savoir qui aura du temps, donc qui a la science la plus intéressante pour pouvoir vraiment couvrir tous les domaines de l'astrophysique, que ce soit la cosmologie, les exoplanètes, l'observation du système solaire, la naissance des étoiles, la naissance des galaxies. Donc on couvre un peu tout le monde, et ça, c'est censé partir à la fin de l'année prochaine. S'il n'y a pas de nouveaux délais, parce que malheureusement, ces grandes missions, elles ont souvent du délai. Et alors, un petit peu plus lointain, donc ça, j'ai dû en choisir une. Bon, j'ai choisi... je suis un petit peu biaisé, c'est mon petit chouchou à moi, c'est la mission Ariel, à laquelle je participe en tant qu'expert scientifique. Et donc, là, on va essayer d'aller comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ces nouvelles planètes qu'on découvre, ces planètes extrasolaires qui sont autour d'autres étoiles. Là, ce que je vous montre, c'est en fait une petite animation de toutes les planètes, alors dans des systèmes planétaires, donc il faut au moins une étoile et 2 planètes qu'on connaissait à la fin de la mission Kepler. Donc aussi bien leur taille, donc vous voyez, il y a l'échelle en haut à gauche, que leur température avec l'échelle de couleur, que vraiment la taille de leur orbite. Alors là, c'est vraiment à l'échelle entre la taille des orbites de tous ces systèmes-là par rapport au système solaire ici. Alors là, on voyait, c'est le système solaire interne avec la Terre, Mars, Vénus et là, on a le système solaire externe avec Jupiter, l'orbite de Saturne, Uranus, et puis là, on va voir Neptune qui pointe le bout de son nez en bas à gauche. Donc ça vous montre que déjà qu'on a découvert beaucoup de planètes, on a plusieurs milliers à l'heure actuelle, mais ça vous montre aussi que finalement, on en sait finalement très peu individuellement sur ces planètes, parce qu'on sait à peine, on a une idée de leur température, une idée de leur taille, une idée de leur orbite, mais on ne sait pas de quoi elles sont faites. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'atmosphère, on ne sait pas quelle chimie s'y passe, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'oxygène, que sais-je encore. Et donc, pour faire ça, donc, ce qu'on va faire avec la mission Ariel, c'est qu'on va aller observer ces planètes. Alors, comment? Simplement, comment on les a découvertes? Simplement, quand la planète passe devant son étoile, on voit ici qu'elle crée une onde. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que la luminosité de cette étoile, ce petit point, diminue avec le temps. Et puis, quand la planète va repartir, finalement, l'étoile va reprendre sa brillance initiale. Et puis, comme ça se reproduit à chaque fois que la planète fait un tour, on peut détecter comme ça des planètes. Et nous, avec Ariel, on va aller un petit peu plus loin, parce que ce qu'on va faire, c'est que on va regarder exactement ça, ce qu'on appelle un transit, sauf qu'on va le faire dans plusieurs couleurs différentes de manière simultanée. Et en fait, l'atmosphère, simplement, elle a différentes molécules, et ces molécules n'ont pas les mêmes couleurs, c'est ce qu'on appelle les longueurs d'onde, elle n'a pas les mêmes longueurs d'onde où elle arrête la lumière. Et donc, en fonction de la couleur qu'on va regarder, on va voir que cette planète, cette atmosphère, va pas avoir exactement la même taille, donc on va pouvoir en fait détecter quelles sont les molécules qu'il y a dans ces atmosphères
et grâce à ça, on va savoir de quoi ces planètes sont faites et on va pouvoir apprendre plein de choses sur comment elles se sont formées, comment ces atmosphères se sont formées. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui devrait être lancé plutôt donc voilà en 2029 à l'heure actuelle. Mais si vous voulez déjà d'ores et déjà, par exemple depuis votre jardin, même pendant le confinement, vous pouvez participer à cette mission en regardant, je vous montrerai le lien tout à l'heure, en faisant des observations depuis votre jardin. Et là juste voilà, c'était une petite comment dire, une petite vidéo voilà, qui vous montre juste comment la lumière rentre dans ce concept de cette mission qui a été en fait sélectionnée ce mois-ci par l'Agence spatiale européenne et comment cette lumière est concentrée puis ensuite va venir aller dans les différents instruments scientifiques pour être analysée. Voilà. Merci Jérémy. Bonne nouvelle pour cette mission Ariel. Quelqu'un dans le public nous demande comment font les astronomes pour chercher ou vérifier que le vivant existe sur une exoplanète. Alors comment on fait pour chercher ça? Alors, en fait, donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire. On n'a pas encore complètement, je pense, les capacités de le faire, mais on va l'avoir. Alors, le James Webb est vraiment vu comme le premier instrument qui peut-être va vraiment commencer à nous donner des réponses scientifiques là-dessus. Alors, comment on fait? Juste comme je viens de vous l'expliquer, en fait, à l'heure actuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer ces planètes d'une manière, donc ce qu'on appelle de la spectroscopie. On va les regarder à différentes couleurs, différentes longueurs d'onde, et ça, chaque molécule, elle a une signature, une espèce d'empreinte digitale dans la lumière qu'elle donne à la lumière qui va nous arriver. Et donc, on va pouvoir mesurer la composition de ces atmosphères dans différentes molécules. Et donc, si on détecte certaines molécules, il y a des molécules qu'on sait qu'elles aiment très bien être ensemble, mais il y en a, elles n'aiment pas du tout être ensemble. Ça, c'est la chimie qui nous l'apprend, la thermodynamique. Et en fait, certaines de ces molécules, dans l'atmosphère terrestre, elles se retrouvent ensemble alors même qu'elles n'aiment pas être ensemble. Et ça, on sait que c'est un phénomène biologique qui l'a fait. Par exemple, ici, on a de l'oxygène et du méthane. Et ça, s'il n'y avait pas de vie sur Terre, on n'aurait pas une atmosphère d'oxygène et de méthane. Donc ça, c'est le genre d'indice qu'on va chercher dans la lumière qui nous arrive de ces planètes pour essayer de voir une anomalie qui serait peut-être le signe de la présence d'une vie. Merci. Du coup, puisqu'on parle de molécules, alors il semblerait qu'il y ait beaucoup d'hélium, par exemple, sur la Lune et qu'il y ait même une société qui est prévue d'aller chercher de l'hélium sur la Lune. Nous aimerions savoir en fait s'il est possible, Chloé, de s'approprier des ressources naturelles sur des corps célestes. Donc, pour l'instant, on ne peut pas aller sur énormément de corps célestes, j'imagine, astéroïdes, Lune et Mars. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Alors, comme on disait tout à l'heure, le droit international est souvent très flexible. Et parfois, quand il est trop rigide, justement, ça effraie les nations et ça empêche les traités d'être signés. Donc, pour le coup, là, le droit de l'espace est rédigé en termes assez vastes, assez flous, dont justement il y a des notions qui portent sur l'appropriation dans l'espace et on dit que il y a interdiction absolue d'appropriation nationale, mais de l'espace extra-atmosphérique et non pas de ses ressources en tant que telles. Mais le traité parle d'utilisation, d'exploration libre. Et donc les États, comme les États-Unis par exemple, parce que je suppose que en filigrane c'est ce qui motive votre question. Pour les accords Artemis, ils se basent justement sur ce flou rédactionnel. Et ils disent, eux, que oui, c'est le corps céleste qui ne peut pas être approprié. En revanche, les ressources qu'on pourrait en tirer, elles, rien n'est dit. Et comme rien n'est dit, tout est permis. Bon, mais ça, c'est une interprétation. C'est l'interprétation que fait les États-Unis de ce traité libéral de 67. On peut aussi souvent lire une espèce d'analogie entre le droit de la mer et le droit de l'espace. Quand on nous dit qu'en haute mer, c'est pareil, c'est une res communis, la haute mer, on peut pas se l'approprier, elle n'appartient à personne. Mais en revanche, on peut pêcher et le poisson, lui, on peut le vendre. Mais je suis pas sûre qu'on puisse comparer à ce point-là le poisson et les ressources célestes,
parce que par essence, le poisson, c'est vivant et puis c'est mouvant, tandis que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de trace d'être vivant dans le corps céleste. Donc, je ne sais pas si le fait de s'approprier quelque chose qui est à l'intérieur du corps céleste ne viendrait pas à terme par abîmer ce corps céleste. Donc, voilà, rien n'est dit. En théorie, tout peut être interprété, mais ça dépendra encore une fois d'une espèce de joute doctrinale entre les tenants de ce principe très libéral de l'exploration et de l'utilisation de l'espace et les tenants de la protection de cet espace qui est une chose commune et donc qu'on doit préserver. Alors, je rappelle juste qu'il nous reste un quart d'heure. On va répondre à quelques autres questions qui nous viennent de notre chat, et notamment cette question qui est en lien avec ce que vous venez de dire, Chloé, puisqu'il y a des questions des accords Artemis qui ont été signés par plusieurs pays européens. Je crois qu'il y a l'Italie, il y a le Royaume-Uni, le Luxembourg. Il n'y a pas la France. Pourquoi ? Mais écoutez, je travaille pas au gouvernement jusqu'à preuve du contraire, donc je sais pas. Mais en revanche, je pense que c'est peut-être pour les raisons que je viens d'évoquer. Par exemple, la ministre des Armées françaises évoque des termes comme la sauvegarde d'un espace qui est commun. Il faut elle a dit, je crois, que la France avait une mission de gardienne de l'espace. Donc, elle vient défendre cette interdiction d'appropriation. Et je pense que peut-être c'est pour ça. Mais après, voilà, ce que je dis n'engage que moi. Et puis, c'est très récent, donc j'ai pas le recul suffisant pour vous apporter une réponse très précise. Je m'en excuse. Il y a encore une question qui nous vient régulièrement sur le chat. C'est une question sur la juridiction qui pourrait traiter de toutes ces questions, parce qu'on sait qu'il y a eu des tribunaux qui ont été créés ad hoc pour tel ou tel sujet. Est-ce qu'on pourrait imaginer la création d'une espèce de tribunal international de l'espace à terme? Et est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux? Bien, il y a déjà un comité à l'ONU, mais vous savez bien que c'est un organe politique. Pour l'instant, il n'y a pas de tribunal de l'espace et de toute façon, le tribunal ne pourra traiter que de cas concrets pour des États partis à certains traités. Donc, on revient toujours à la même chose. Il faudra avoir signé des traités. C'est une des premières choses à s'imaginer. Après, il y a autre chose aussi qui s'est vu en droit pénal international notamment. On pense aux tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Pour le coup, ces pays-là ne respectaient pas le droit international et c'est la coutume qui a fait qu'on a pu les juger sur d'autres bases, pas une base légale écrite, mais plutôt sur une base d'observation de faits répétés et acceptés par tous, en fait, si vous voulez, ou dénoncés par tous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire, moi je le pense en tout cas, au niveau coutumier, et c'est d'ailleurs ce que sont en train d'essayer de faire les États-Unis avec ces accords. Ils essaient de créer une coutume, ils essaient de faire en sorte de créer pas un précédent, mais de faire entrer dans les mœurs qu'il est possible d'exploiter à des fins commerciales des ressources, notamment lunaires. Et le fait d'aller à l'encontre de ces accords, donc pour l'instant, la France n'est pas partie. La Russie ne veut pas l'être non plus. Donc, ils auront autant de poids, si vous voulez, dans la balance pour créer une coutume que les États-Unis. Ça, encore une fois, ça va être une sorte de combat doctrinal. Et tant que ça s'est pas fait, on ne pourra pas parler du résultat. Et sur ce sujet, on a une question du public. Pour la course à la Lune, est-ce que cette compétition n'est pas dommageable par rapport à une internationalisation? Donc, on en vient justement aux questions de collaboration, de traités, etc. Peut-être, Jacques, vous avez une réponse? Je n'ai pas une réponse définitive, mais je regarde déjà l'histoire, ce que nous apprend l'histoire. La course à la Lune, la première auquel nous faisions allusion tout à fait au début, c'était à la fois une course à côté de compétition entre deux États, et en même temps, c'est dans ce cadre-là que des coopérations se sont petit à petit établies. Il faut savoir qu'au moment même où Kennedy se lançait dans la course à la Lune,
lancer son pays dans la course à la Lune, il avait proposé la coopération avec les Soviétiques. Bon, ça a été refusé, mais en 1975, donc à la suite dans la suite de la course à la Lune et comme quasiment dernier acte du programme Apollo, il y a eu tout de même cette mission assez extraordinaire en pleine guerre froide, Apollo-Soyouz, en juillet 1975, qui a été le premier jalon d'une coopération entre ces deux grands États spatiaux historiques. Et il faudra bien sûr encore attendre quelques années pour qu'il y ait les premières missions des navettes américaines sur la station Mir, puis la station spatiale internationale. Et en même temps, aujourd'hui, on voit bien qu'on retourne dans un aspect un peu de compétition de ce retour à la Lune. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas un peu des deux tout de même? Parce que tout à l'heure, nous parlions de collaboration dans le domaine scientifique, et en même temps, Jérémy nous l'a dit, Ariel a été choisi, mais sans doute qu'il y avait d'autres missions qui ont été aussi dédaignées. Donc, il y a aussi des sélections, des formes de compétition, y compris dans le milieu scientifique. Et c'est parfois cette compétition qui aussi pousse à aller un peu plus loin, être un peu plus audacieux, de créer des nouvelles choses, d'imaginer de nouvelles choses. Donc, je crois qu'il ne faut pas être dans une position trop dualiste entre opposer strictement la compétition et la coopération. C'est plutôt un ensemble. Alors après, il y a évidemment le passage au conflit. Donc là, on rentre dans ce que nous évoque Chloé, et nous sommes déjà dans un autre régime. Mais voilà, et l'histoire de l'espace, c'est aussi une histoire qui nous enseigne bien des choses sur les relations entre les États, les relations qui peuvent être juridiques, mais qui sont aussi diplomatiques, qui sont aussi scientifiques. Il est pas facile de tirer une sagesse définitive, mais en tout cas, il est possible de tirer un certain nombre d'enseignements et peut-être aussi un certain optimisme, me semble-t-il. Parce que je viens de parler de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, il y a 7 occupants, et donc est un peu suroccupé, mais nous savons que pour faire vivre ces 6 ou 7 occupants, c'est 1000 fois plus ou 2000 fois plus de personnes qui sont au sol en permanence, qui appartiennent à des pays différents, des pays qui, par moments, sont en conflit. Les relations entre la Russie et les États-Unis ne sont pas toujours beau fixe. En revanche, il faut, jour après jour, travailler ensemble, coûte que coûte, parce qu'il faut assurer la sécurité de cet équipage. Ça, c'est la mission. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même par rapport à l'Europe, c'est être capable de fixer des missions pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir aller au-delà des difficultés, même parfois des conflits. Là, Jacques, vous nous invitez à l'optimisme et c'est très bien. C'est pas forcément l'approche qu'ont tous nos spectateurs. On a des questions qui sont plutôt effrayées ou effrayantes. Notamment, il y a une question que je vais d'abord peut-être contextualiser un petit peu parce que il est beaucoup question du retour des hommes sur la Lune. L'une des raisons, c'est notamment pour créer des bases qui seraient pérennes. Et l'un des grands fantasmes de l'humanité, ça serait à terme d'avoir énormément de gens qui vivraient sur la Lune. On n'en est vraiment pas là, mais c'est vraiment une théorie qui existe et qui, notamment, souvent est liée à l'idée que la Terre ne serait plus habitable du fait de la pollution et de la destruction que nous aurons nous-mêmes causée sur Terre. Donc la question qui nous a été posée sur le chat, elle est assez brutale, mais elle est tout à fait, disons, en lien avec ce que beaucoup de gens se demandent, c'est après avoir détruit la Terre, les hommes se préparent-ils à aller détruire d'autres planètes ou la Lune? Jérémy, sans doute, a des réponses. Ouais, je trouve ça très intéressant comme question parce que c'est une question moi-même qui m'habite beaucoup. Alors, déjà, juste pour dire une chose, c'est que d'un point de vue des scientifiques, nous, on parle pas de conquête. Je voulais juste le dire à un moment. On parle pas de conquête, nous, on parle d'exploration. Et on est très conscient dans la communauté scientifique que on a une responsabilité éthique envers ces endroits que nous allons explorer. Et notamment, il y a beaucoup de questionnements par rapport à Mars. On va aller chercher de la vie sur Mars, mais il ne faut pas non plus laisser nos bactéries là-bas. Et ça pose d'énormes problèmes et d'énormes questionnements. Et donc, la communauté scientifique est vraiment très claire sur le fait que nous, on n'y va pas pour aller se l'approprier, on n'y va pas pour aller ramener des minerais. Pour aller sur l'esprit un peu plus loin sur la question de détruire la Terre, je pense qu'il faut être clair sur le fait que, on le voit bien, les technologies ne sont pas prêtes pour qu'on aille vivre ailleurs. Et elles ne le seront pas avant qu'on ait réglé ou non les problèmes qu'on a, les problèmes énergétiques, les problèmes de ressources qu'on a sur Terre.
Et je pense il est très important de se rendre compte que ce n'est pas une possibilité. À l'heure actuelle, faire une station spatiale, qu'elle soit autour de la Terre, qu'elle soit sur la Lune, qu'elle soit sur Mars, ça demande des ressources énormes pour faire vivre une toute petite quantité de personnes. Elles ne sont pas autonomes de la Terre. Et donc, il faudrait, si on coupe ce cordon ombilical, ces personnes ne peuvent pas survivre là-bas. Et donc, il est absolument crucial de bien se rendre compte que c'est pas, personne ne se dit, ah, c'est bon, là, on est en train de préparer notre échappée sauvage vers les autres planètes et on va détruire la Terre et on s'en fout. Non, ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable, c'est du domaine de la science-fiction. Et c'est pour ça que tout en étant dans une logique d'exploration scientifique de l'univers, du système solaire et autres, il faut quand même qu'on reste conscient de notre impact. Et moi, par exemple, je fais partie, avec pas mal de membres de notre labo, d'un mouvement qui s'appelle Labo 1.5, qui est au niveau national. Il y a différents niveaux, des niveaux locaux, des niveaux internationaux, mais où on essaie vraiment de changer notre manière de faire de la recherche pour limiter cet impact. Parce qu'on pense souvent à la recherche spatiale en se disant, il y a un lancement, et puis c'est ça qui fait, on envoie tous ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut se rendre compte que le lancement, c'est une partie infime, en fait, des émissions de gaz à effet de serre d'une mission spatiale. Et donc, il y a tous les autres chaînons de cette chaîne sur lesquels on peut influer. Limiter nos conférences internationales. Il y a plein de manières qu'on est en train de mettre en place pour limiter tous ces impacts. Et je pense que c'est important de se rendre compte que voilà, il faut le faire. On n'a pas de deuxième planète qui est prête à nous accueillir. Et alors, je ne parle même pas de la première exoplanète, qui elle est à 4 années-lumière. Et pour y aller, ça va nous prendre pas 10, pas 40, pas 400. Voilà. On parle de centaines d'années. Chloé, je crois que vous vouliez intervenir aussi. Je rejoins Jérémy sur le fait qu'on a tendance à croire que c'est l'Eldorado, mais finalement, c'est un milieu qui est très hostile. Donc, se dire, chouette, on va aller sur la Lune, ça sera beaucoup mieux que sur la Terre qu'on a détruite. D'ailleurs, en passant, je suis ravie que vous puissiez communiquer avec nous malgré cette Terre détruite, parce que pour le coup, c'est quand même une aubaine. Mais je pense pas que ce soit dans le but, quand on parle d'exploration lunaire, etc., je pense pas qu'il y ait aucune possibilité à court terme d'y aller. Enfin, il faut être réaliste. Et ça me fait penser à l'intérêt qu'il y aurait réellement à quitter la Terre aujourd'hui. Enfin, c'est très chouette d'écrire des scénarios de science-fiction. Forcément que c'est stimulant. Tout le monde en rêve. Ça fait partie de l'imaginaire, c'est très chouette. Mais bon, ça fait pas manger, quoi. Du moins, on n'est pas à Hollywood ici, donc ça fait pas manger. Et il faut être un petit peu réaliste. Et je pense que dans tout sujet, aussi prospectif qu'il soit, une dose de réalisme, c'est nécessaire pour que les choses se passent très bien. Je pense que ça nous amène doucement vers les conclusions et les mots de la fin. Peut-être, Jacques, vous voulez rebondir ou nous donner votre message ? Bon, je voulais simplement confirmer ce que disent Chloé et Jérémy. Il n'y a pas de planète B. Ça fait partie effectivement de la fiction, mais la fiction qui était à l'origine même de l'aventure spatiale. Il faut quand même pas non plus oublier ce que nous devons à la fiction. Donc la fiction a été nécessaire, est toujours nécessaire, mais elle peut aussi nous servir à réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'utiliser. Donc pas de planète B. En même temps, aussi reconnaître tout ce que l'espace nous a appris sur notre propre Terre, et pas seulement à travers des satellites, mais ce que nous a expliqué aussi Jérémy. Enfin, moi, je suis entré dans l'espace il y a très longtemps, en tout cas à l'échelle des biographies de mes interlocuteurs, par un chercheur de la NASA qui nous a vraiment fascinés en nous parlant de la vie sur Mars. Mais c'était il y a presque 30 ans, et à l'époque, on parlait pas d'exobiologie, en tout cas pas dans le milieu, dans le public, et il nous a fait comprendre que tous ces travaux qui étaient portés sur Mars nous permettaient de mieux comprendre la vie sur Terre. Et il y a beaucoup de travaux comme ça qui sont, on va faire un petit tour, c'est le point de vue de Sirius, on va faire un petit tour sur la Lune, on va peut-être faire un petit tour plus loin, et nous reconsidérons par ce fait-là, par ce voyage intellectuel ou scientifique, nous reconsidérons la vie sur Terre, la vie, alors, au niveau scientifique, mais aussi au niveau politique, au niveau juridique. Il ne faut pas oublier que voilà, nous sommes des terriens et pour longtemps encore,
On espère, parce que Jérémy a dit, voilà, on ne sait pas quelle est l'issue de tout ça et quel est le délai, mais nous sommes terriens pour longtemps encore. Et l'espace, et ce sera à ce moment-là ma conclusion, l'espace a toujours été un milieu d'une très grande exigence, exigence intellectuelle, exigence humaine, exigence psychologique, dans tous les domaines, parce que c'est un milieu très dur. Pour l'aborder, pour l'affronter, il faut prendre des risques, il faut être capable d'utiliser notre intelligence, avoir de l'audace. Et tout ça, nous en avons besoin aujourd'hui, pas seulement pour aller dans l'espace, mais aussi, c'était cette dernière question, pour vivre aujourd'hui sur Terre. Et nous ne devons pas avoir peur d'aller demander aux gens de l'espace, aux juristes, aux scientifiques, aux autres, qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur confrontation à ce milieu tellement exigeant et qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme enseignement. Je ne dis pas comme leçon, c'est un côté trop péjoratif, mais comme enseignant pour mieux vivre sur Terre. Chloé nous a montré des différences entre le bien commun, le patrimoine commun, on a parlé de responsabilité, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui sur Terre avec les ressources terrestres, avec l'exploitation, voire parfois la conquête de territoires sur Terre? Comment nous comportons sur Terre? Et c'est pour ça que cette dernière question était très bonne. C'est-à-dire que, effectivement, ne regardons pas seulement vers l'espace, regardons vers l'espace, mais pour mieux regarder sur Terre. Ce qui est extraordinaire, j'achèverai par ça, c'est que quand nous avons commencé à envoyer des vaisseaux dans l'espace, d'abord pas habités, puis ensuite habités, d'abord par des animaux, puis par des humains, certains ont eu peur que nous oublions la Terre. Parce que dans la fiction, c'était, voilà, nous allions aller sur des planètes B en quelque sorte. Et puis la Terre, nous allions l'oublier. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Grâce à l'espace, nous avons retrouvé cette Terre et nous nous en sentons, je l'espère en tout cas, plus que jamais responsables. Donc, il faut, j'allais dire un peu loucher, avoir un regard vers l'espace, mais en même temps un regard aussi vers la Terre. Merci Jacques, du coup, pour ce message de fin. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. Je voudrais remercier évidemment nos trois intervenants, Chloé, Jérémy et Jacques, pour tout ce que vous nous avez transmis. On est parti très loin aujourd'hui pour revenir au dernier moment sur notre planète ce soir, en plein confinement. Merci aussi à tous nos spectateurs. C'est un vrai plaisir de vous avoir comme public à The Conversation. Et évidemment, on va continuer à couvrir le sujet de l'espace pour vous avec des spécialistes des institutions françaises de The Conversation. Et merci à vous d'avoir organisé ça. Un grand merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée et retrouvez-nous bientôt sur The Conversation avec notamment un article à venir de Chloé Dufort. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très vite.